Cette semaine, à Vidéo Terreur, une petite incursion dans le merveilleux monde des effets spéciaux et une de ses vedettes, Tom Savini. Cette semaine à Vidéo Terreur, on entre dans le monde des effets spéciaux en parlant de Tom Savini. Et pour en parler avec moi, Jimmy Franqueur, notre horologue en résidence. Je sais pas si ça se dit, mais j'aime ça inventer des mots. Salut Jimmy, ça va bien? Salut Pierre, ça va bien? Oh, oui, ça va. Tom Savini, c'est une institution. Les gens, des fois, le connaissent pas, mais en même temps, tout le monde le connaît parce qu'il a travaillé sur tellement de films. Il y a même une école où il montre aux gens à faire des effets spéciaux. Mais avant ça, on va commencer. C'est qui Tom Savini? Qu'est-ce qu'on sait sur écoute, il est né en 1947. C'est un gars de Pittsburgh. Pittsburgh qui est aussi, appelons, la ville, le quartier général de George Romero, là, sa série des zombies. Ils vont collaborer aussi ensemble tous les deux. Fait que Tom Savini, en fait, vient d'une famille là, immigrante relativement pauvre, va s'inspirer, entre autres, là, je dirais, de sa famille. Bon, c'est une famille d'un peu d'artistes aussi, hommes à tout faire. Un de ses oncles est embaumeur, sculpteur. Une de ses sœurs est vraiment fait beaucoup de dessins, est artiste. Puis son père est vraiment un bricoleur, un peu un touche-à-tout. Puis quand on prend ces influences-là, puis on regarde un peu justement la personne, ça fait du sens parce que Tom Savini, effectivement, il est connu pour les effets spéciaux, mais il est aussi acteur, il a joué dans beaucoup de films, même que maintenant il a joué dans plus de films qu'il a fait d'effets spéciaux. Ah oui, OK. Il a été cascadeur, il a joué au théâtre, il a été photographe de guerre. C'est quelqu'un justement qui a touché à tout, qui a fait beaucoup de choses. Il a même fait de la réalisation aussi, on en parlait tout à l'heure, il a réalisé aussi un film, donc c'est un touche-à-tout artistique qui fait le jack of all trades. Là. Donc, comment... c'est quoi ses inspirations? En fait, qu'est-ce qui l'a amené à faire tout ça? Comment il a débuté à partir de ces inspirations-là puis à transférer ça au monde de l'horreur? Comme je disais, là, il va y avoir aussi, le déclic va se faire, entre autres, avec le documentaire là, sur Lon Chaney. Lon Chaney, là, qui était le premier spécialiste d'effets spéciaux dans le cinéma muet. La légende disait entre autres qu'on ne l'avait jamais vu son vrai visage, on l'appelait l'homme aux 1000 visages. Puis en visionnant ce documentaire-là, c'est là que le déclic se fait, puis il se dit OK, c'est ça que je veux faire. Sauf qu'à l'époque, évidemment, il n'y a pas d'école de cinéma d'effets spéciaux. Tout était inventé, donc ça met en jeu toute sa créativité. Tout à fait. Puis, il va probablement aussi s'inspirer, là, puis apprendre quelques trucs via son oncle, comme je disais, qui est embaumeur. Et la façon, encore une fois, qu'il a structuré, je dirais, sa compréhension des choses, c'est qu'il voulait que les effets spéciaux puissent survivre, si on peut dire ça, au théâtre. Il va beaucoup travailler au théâtre. Puis tous ces effets spéciaux, disons, dans sa compréhension, puis ce qu'il voulait, c'est que même de proche, là, soient viables. Et il va beaucoup, beaucoup aussi s'inspirer des tours de magie pour créer des illusions qui vont servir les effets spéciaux. Comme, par exemple, son premier livre va s'appeler La Grande Illusion, en référence justement, entre autres, à cette conception-là des effets spéciaux. Fait qu'au début, on est vraiment au niveau du théâtre. Puis, ses deux premiers projets, Dead Dream, puis Deer Range, un film canadien, il va commencer, je dirais, à mettre la main à la pâte. Parce qu'encore une fois, il est connu comme il s'est fait quand même remarquer, je dirais, dans les effets spéciaux au théâtre. Puis, il en mange, là. Dans les parades, par exemple, à Pittsburgh, la ville, il va souvent lever la main pour dire « OK, je vais le maquiller les gens. » Fait que, il développe une certaine réputation, travaille sur ces deux projets-là. Et comme je disais tout à l'heure, à Pittsburgh, on a aussi George Romero, et qui malheureusement aurait voulu travailler avec lui pour Night of the Living Dead. C'est toujours quelque chose qu'il va avoir beaucoup regretté. Je vais en parler tantôt lorsqu'il est parti pour la guerre du Vietnam. Il n'a pas pu travailler sur Night of the Living Dead, ce qu'il a toujours regretté. Par contre, lorsque George Romero va produire Dawn of the Dead, il va l'engager, et il va l'engager pour deux choses en fait. Les effets spéciaux, puis il va jouer aussi un rôle. Ça va être son premier rôle d'acteur. Et il va se lâcher complètement lousse, disons ça de même. Là. C'est le fun parce que pour lui, il peut tenter beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas une créature à faire. Il y a des centaines de zombies. Fait que s'il en manque un, c'est pas grave, on le met en arrière dans la foule. Là. Puis ça a créé aussi un phénomène. Parce qu'à Pittsburgh, je dirais que tout le monde, à un moment donné, connaît quelqu'un qui a joué dans Dawn of the Dead. Il va y avoir plus tard Day of the Dead. Et c'est devenu un phénomène où les gens disaient tout le monde voulait là, apparaître au moins dans le prochain film de Romero en tant que zombie. Oui. Effectivement, ça a été quand même un gros tournage.
Puis il a commencé. Là, je pense que c'est vraiment là qu'on peut dire que Tom Savini, le personnage, va apparaître. Parce qu'encore une fois, c'est un maquilleur, mais qui va aussi jouer un rôle d'acteur. Puis c'est probablement un des rares aussi d'autres techniciens d'effets spéciaux qu'on est capable de mettre un visage dessus. Là. Oui, parce qu'il a joué énormément dans les films. In 1968, George Romero brought us Night of the Living Dead. It became the classic horror film of its time. Not that room! Not that room! Now, George Romero brings us the most intensely shocking motion picture experience for all times. It gets up and kills. The people it kills get up and kill. This situation must be controlled before it's too late. They are multiplying too rapidly. Dawn of the Dead. Meet me on the roof at 9 o'clock. Getting out. I don't believe We're it. gonna What? get out in the chopper. We've got to survive. Somebody's got to survive. They kill for one reason. They kill for food. They eat their victims. Imagine, if you will, that something has gone terribly wrong. Shoot it, man. Now, accept the fact that there's no escaping the horrible consequences. George Romero brings back the dead. Night of the Living Dead has ended. Dawn of the Dead is here. We must not be lulled by the concept that these are our family members or our friends. They are not. They will not respond to such emotions. Operator dead. Post abandoned. We may never get out alive. It's everywhere. What the hell is it? Looks like a shopping center, one of those big indoor malls. What are they doing? Why do they come here? Some kind of instinct, memory, what they used to do. This was an important place in their lives. What is it? We've got a war. I'm afraid. We have spawned our own savagery. Soon it will consume us all. It is a horrible, hauntingly accurate vision of the mindless excesses of a society gone mad. They must be destroyed on sight. When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. We are down to the line, folks. We are down to the line. Dawn of the Dead. Tu parlais aussi des inspirations. Oui. Par exemple, bon, on sait aussi qu'il a été photographe de guerre au Vietnam. Puis déjà, à ce moment-là, pour lui, c'est clair que c'est ce qu'il veut faire, là, des effets spéciaux. Puis ça lui permet de voir aussi la mort au quotidien. C'est triste à dire, mais ça a dû être aussi une inspiration là, de voir ces atrocités-là. Effectivement, il a toujours dit comme ça, en fait, qu'il a toujours regardé un peu ce qu'il filmait avec un certain recul ou détachement, mais avec aussi un œil artistique en disant, OK, ça pourrait ressembler à ça, puis comment est-ce qu'on pourrait recréer ça? Mais il n'a pas nécessairement été, je dirais, confronté. Il a toujours dit qu'il avait eu relativement facile, qu'il n'était pas nécessairement confronté à la guerre directe. En tant que photographe, souvent, il arrivait après coup. Par contre, il y a quand même une anecdote drôle où il y a eu le surnom de Doc Slayer à la guerre du Vietnam. Parce que, en fait, à un moment donné, on lui donne un bunker là, à surveiller, puis la consigne est si vous voyez du mouvement, vous demandez au quartier général la permission de tirer, puis si on vous la donne, vous tirez. Un soir, il entend du bruit, panique, tire partout. Puis bon, après ça, il va se faire parler par un général, puis en disant, bon, écoutez, soldat, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il dit, j'ai vu du mouvement, puis j'ai tiré. Bon, le général dit, ouais, j'aurais probablement fait la même chose. Puis, avez-vous tué un ennemi? Non, mon général, c'était un canard. L'avez-vous tué? Non. Fait que là, OK, on va te mettre ailleurs. Et le lendemain, la position a été bombardée. Tout le monde est mort. Et il a toujours dit que, je dirais en remerciement pour le canard, il n'a jamais mangé de canard. C'est bien drôle. C'est une très drôle d'anecdote. Là, on a parlé des films de zombies de Romero, mais il a travaillé sur de nombreux films. Là. Oh, et plusieurs. Bon, Texas Chainsaw Massacre 2, entre autres. Il a travaillé. Je pense que ce qui l'a fait le plus connaître d'une certaine façon, je pense, c'est d'avoir travaillé sur les Vendredis 13.
OK. Vendredi 13, 4 entre autres. Il a commencé même là, dès le premier. Three times before, you have felt the terror, known the madness, lived the horror. But this is the one you've been screaming for. Friday the 13th, the final chapter. Jason is back. He moves like a shadow, dark and silent. Sorry, you changed your mind? He never utters a word. He doesn't even seem to breathe. Where the hell's the corkscrew? He simply, mindlessly, mercilessly kills. But now, Jason's reign of terror is over. Friday the 13th, the final chapter. Friday, April 13th, is Jason's unlucky day. Je pense qu'il faut comprendre aussi, je dirais, la popularité de Tom Savini aussi avec la revue Fangoria. OK. La revue Fangoria, c'est la première, ça a été le premier numéro est en 1979. C'est la revue d'horreur, je dirais, par excellence. Sauf que les premiers 5 numéros, en fait, au niveau de l'équipe, on n'est pas trop encore sûr vers quoi on veut se positionner. Le premier numéro, d'ailleurs, c'est Godzilla qui est sur la couverture. On veut plus pousser un peu le cinéma fantastique ou l'horreur un peu. Puis les 5 premiers numéros se vendent peu, même que je pense de mémoire, je pense qu'on rapportait qu'on perdait 20 000 $ par numéro. Jusqu'au 5e numéro, on commence à se dire, je pense que finalement le projet n'est pas viable. À partir de là, on commence à vraiment pousser l'horreur. Puis le premier numéro qui va faire de l'argent, c'est le numéro où on a Dawn of the Dead puis Tom Savini qui... Puis ça, c'est important parce que je dirais, cette relation-là appelons ça de collaboration, de popularité avec Fangoria, il va beaucoup faire que par exemple, Fangoria a fait un documentaire sur Tom Savini, Scream Great. On l'interviewait, il venait souvent aussi. Fait que c'est devenu un visage connu. Puis la revue Fangoria aussi, il faut comprendre qu'avant Internet, c'est comme le premier lieu de rassemblement des fans d'horreur. Ben oui. Avant ça, on pourrait dire quand même, si on veut être juste, il y avait eu Famous Monster in Filmland, 1958, je pense, le premier numéro. Mais outre ça, il n'y avait pas beaucoup de tribunes, si on peut dire, pour les fans. Fait que Fangoria est devenu un peu le catalyseur de tous les fans. Puis encore une fois, Tom Savini a été beaucoup présent, ce qui fait que je pense que ça l'a amené à avoir, une visibilité qu'il n'aurait probablement pas eu en étant juste sur des projets au cinéma. Il n'a pas juste fait des effets spéciaux, il a joué aussi. Est-ce qu'il a fait d'autres choses dans le monde du cinéma? Il était cascadeur, il a fait ça aussi. Mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'il a fait, je dirais, à grande échelle. Dans des films, il a joué dans beaucoup de films, là. Même des petits rôles. Il a joué même dans Tarantino, dans Django. Ouais. Il a joué dans From Dusk Till Dawn aussi. Tarantino, je pense qu'il l'a beaucoup apprécié justement pour son côté mythique. Ouais. On le voit dans beaucoup de films. C'est pas nécessairement des grands rôles. Je pense pas que c'est pas un très grand acteur. Non, je pense pas qu'on peut se dire. Mais. On ne ferait pas porter un drame à Oscar. Non, je pense pas. Mais je pense que c'est toujours un peu comme on a déjà dit dans une conversation tous les deux. C'est toujours le fun de le voir. Puis c'est un peu la réaction des fans. Ouais. C'est une plus-value qu'il soit là. Effectivement. Ça amène, je dirais, souvent un côté, je dirais, amusant. Là, parce que je pense que sa palette, en fait, il joue beaucoup dans l'horreur, mais je pense que sa palette tend plus vers l'humour, là, de par son style. Ouais. Fait que oui, il a fait des jeux d'acteurs, il a fait aussi le théâtre, périodiquement, il a adapté d'ailleurs Dracula là, au théâtre. Okay. Puis il a vraiment mis la gomme, je dirais, sur les effets spéciaux, là, avec des transformations, par exemple, Dracula qui devient en chauve-souris. Mais ça a été beaucoup fait, encore une fois, avec sa vision que
des tours de magie. Ces effets spéciaux-là sont vraiment conçus, encore une fois, comme je disais tantôt, dans une optique de tour, que l'effet, t'as pas besoin de... Tu le vois live, puis la pièce continue. Là. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Il a aussi tenté la réalisation. Il a fait, en fait, comme je disais tantôt, là, il avait toujours regretté de ne pas avoir pu participer à Night of the Living Dead, et il va faire un remake. Je dirais que c'est un remake intéressant, très très fidèle, je dirais, à l'original. Bon, évidemment, là, on passait du noir et blanc à la couleur. Par contre, c'est un film où je dirais, on est dans la fin des années 80, où la censure, je dirais, fait pas de cadeau à l'horreur. Là. On est vraiment, je dirais même, certains vont dire qu'on est presque dans l'acharnement. Fait que son film va être beaucoup coupé. Et puis je pense que je dirais son nom a amené aussi une certaine forme, je dirais, de publicité, mais qui lui a aussi créé un désavantage parce que les gens s'attendaient à avoir beaucoup d'effets spéciaux, s'attendaient à beaucoup de gore. Puis à partir du moment où la censure a été, je dirais, n'a pas fait de cadeau, les gens étaient un peu déçus de faire comme finalement, c'est un film qui on l'avait édenté un peu. Là. Ouais. Fait que ça a été une grande amertume chez lui. Mais c'est un film, je dirais, qui est, en termes de remake, un très bon remake. La seule vraie différence, en fait, qu'on peut noter, c'est si on se souvient dans Night of the Living Dead, le personnage de Barbara, il est presque en choc tout le long du film. Là, elle est figée sur le divan. Elle a peu d'importance. Là, dans Night of the Living Dead, le remake de 88, on va avoir vraiment un personnage féminin qui va être beaucoup plus, je dirais peu à la Sigourney Weaver dans Alien, un personnage fort. Là. Fait qu'on est vraiment, là, je dirais, dans un contraste là, de la femme plus victime forte. C'est vraiment, je pense, la différence qu'il a fait dans ce remake-là. Mais outre ça, je dirais que c'est un remake très respectable. Là. They came to pay their respects. They're coming to get you, Barbara. Why do you have to be so cruel? What? Show some respect. Now, they're running for their lives. A biologist in Stockton, California have released reports focusing on the phenomenon, specifically on that trance-like state. Every shelter is becoming a trap. Are you sure we're gonna be all right? Cooper, you gotta help me out! And every road out... Don't stop no matter what happens. ...is just another dead end. They're coming right for us! George Romero's Night of the Living Dead. Puis c'est aussi un gars qui a une école d'effets spéciaux. Lui, il enseigne. Il a voulu léguer aussi là, tout son savoir. Là. Il ne veut pas garder ça pour lui. Là. Tout à fait. L'école d'effets spéciaux, en fait, je dirais, c'est une idée, je pense, qui a fait longtemps caressée. Mais il y a deux éléments aussi. Là. Le premier, c'est que la vie, appelons ça, de cinéma, se promener partout dans le pays, à travers le monde, pour la vie familiale, il trouve ça difficile. À un moment donné, il commence à trouver que c'est le fun, il vit son rêve, mais en même temps, le rêve là, sur le plan familial coûte cher. Donc, il cherche d'une certaine façon à concilier un peu sa passion, puis en même temps, une certaine forme de stabilité familiale. Puis, cette avenue-là lui vient en tête en disant, écoute, ça pourrait peut-être être une façon. Au détail, peut-être un peu moins connu, mais il a commencé aussi à développer des douleurs aux mains. Ce qui fait que son dernier projet va être d'effets spéciaux, proprement dit, va être avec George Romero, le Two Evil Eyes, puis Dario Argento. Là, c'était une anthologie de 2 épisodes. Ça va être son dernier projet parce qu'encore une fois, il commence à avoir des douleurs aux mains. Donc, ça lui permet aussi, l'école, d'une certaine façon, de léguer, comme tu disais, quelque chose, de continuer son art, mais beaucoup plus en termes de mentor puis de supervision que directement là, sur le plancher. Là. Est-ce que l'arrivée de toute l'horreur par informatique, là, le CGI et tout ça, ça a changé quelque chose dans son approche ou lui, il reste fidèle aux bonnes vieilles maquettes, poches de sang, etc.? Je pense qu'à partir du moment où, comme je disais, sa conception des effets spéciaux se rapproche de la magie, on n'a pas l'impression. Puis il faut dire aussi, il a quitté, appelons ça, le navire de proprement dit, plus dans les débuts des années 90, où l'effet spéciaux là, par ordinateur n'est pas encore aussi prenant. La plupart des appelons ça des grands, là, comme Rick Baker, Rob Bottin, là, qui sont d'autres spécialistes, vont devoir faire ce saut-là, je dirais une espèce de...
transition, parce qu'un peu, en fait, les effets spéciaux par ordinateur vont s'ajouter au maquillage plus classique, si on peut dire. Ouais. Mais j'ai moins l'impression là, que Tom Savini a fait cette transition-là, parce que, en fait, il n'a pas nécessairement dû la faire comparativement à d'autres qui ont continué. Tu viens de nommer des noms d'autres génies des effets spéciaux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu autant cette popularité que lui? Parce que moi, je pense à un Ray Harryhausen là, qui n'était pas dans l'horreur, mais quand on voyait un film, c'était plus associé à Ray Harryhausen qu'au réalisateur, parce que les effets spéciaux étaient en stop-motion animation, mais il est d'une autre époque. Là, on parle des années 50-60. Sinon, je pense que des Rick Baker, entre autres, qui lui était plus spécialisé dans les effets spéciaux de poils. Oui, ben c'est ça. Rick Baker, on va le connaître entre autres dans Hurlement, Howling, puis American Werewolf in London. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on parle de lui. Ceux qui ont vu Dawn of the Dead, là, la couleur du sein est particulière. Hein, il est comme un peu rouge sur le bord orangé. Puis il y a eu, à un moment donné, toutes sortes de théories pour expliquer ça en se disant on voulait peut-être faire ressortir le côté bande dessinée du film. Ouais. En fait, Tom Savini va admettre qu'il n'avait pas encore trouvé la bonne couleur, la bonne texture du sang. C'est Rick Baker qui va lui donner. Okay. Puis ça parle quand même d'une certaine camaraderie dans le milieu là, où on n'était pas nécessairement à ce point-là attachés. On partageait, puis je pense qu'on voulait aussi bénéficier de la créativité des autres. Donc, Rick Baker va lui donner la nouvelle recette de sang. Puis c'est à partir de Dawn of the Dead qu'on peut voir là, dans les films de Tom Savini que la couleur va changer. Bon, tu sais, on parle de Rick Baker, on parle de Rob Bottin qui va travailler entre autres là, sur Vidéodrome, va travailler entre autres aussi sur Total Recall. Bon, c'est deux grands noms aussi, mais on n'a pas l'impression non plus qu'ils vont avoir la visibilité. De part, entre autres, probablement, comme je dis, là, on les a moins vus. Par exemple, Tom Savini a participé aussi beaucoup d'émissions aux États-Unis, télé. Oui. Il faisait des effets spéciaux là, un peu live. Là. Ah oui. Puis bon, je pense que Tom Savini, comparativement aux autres, cherchait d'une certaine façon aussi à être devant l'écran. On parle au niveau des petits jeux d'acteurs. Alors, c'est un gars qui a de l'air très sympathique. Il en donne plus qu'on en demande, j'ai l'impression. Oui. Fait que c'est un plaisir pour lui. J'imagine que pour d'autres, c'était peut-être des gens timides qui n'avaient pas le goût de se mettre en avant-plan. Effectivement. Non plus, fait que donc, je pense qu'en ce sens-là, à rigueur, on pourrait même dire, je ne crois pas que c'était le meilleur spécialiste d'effets spéciaux là, de tous les temps. Il n'a pas nécessairement gagné d'Oscar à ce niveau-là comparativement à d'autres. Par exemple, on vient à Rob Bottin puis à The Thing. Ouais. On est quand même ailleurs. Mais encore une fois, dans le milieu du showbiz, c'est aussi ce que vous faites, mais aussi qui vous êtes. Ouais. Tom Savini, je pense que c'est un peu là ça. C'est devenu aussi un personnage mythique. Là, oui, clairement. Alors que, comme je dis, il y en a d'autres qui étaient probablement plus talentueux, mais qui sont restés peut-être un peu plus moins à l'avant-plan. Là. Avec sa célèbre moustache. ce fameux look Tom Savini dont tout le monde rêve. Absolument. Le Movember, c'est ça, en fait. Oui, clairement. Mais ça démontre aussi que tout le cinéma d'horreur repose beaucoup là-dessus parce que des films peuvent être ordinaires au niveau du scénario, même au niveau du jeu d'acteur, mais si les effets spéciaux marchent, on va avoir quand même du plaisir à les écouter. Je pense à Brain Dead, ou il y en a là, des films où les effets spéciaux gore font comme Evil Dead, etc. Mais des films où on a tout, là, le jeu d'acteur, le scénario et les effets spéciaux, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Là. C'est un équilibre qui est parfois difficile à avoir. Par exemple, il va y avoir des films qui sont fantastiques, mais que justement la faiblesse des effets spéciaux fait que certains, ça va être un peu plus difficile d'embarquer parce que, les effets datent. Fait que, un film peut être fait ou défait par ses effets spéciaux. Là. Oui, puis ça coûte beaucoup d'argent. Là. Moi, je me rappelle d'une entrevue de Roger Corman qui disait « Je voulais avoir Ray Harryhausen, puis quand j'ai vu le budget, j'ai pris le charpentier du plateau, là, parce que c'était pas... » mais c'est sûr que les effets aussi étaient moins beaux, là. Ouais, habituellement, ça va ensemble. Mais effectivement, le film va, encore une fois, tenir ou pas. Mais, ça, c'est peut-être une critique tout à fait personnelle, mais de façon générale, je trouve quand même que les effets, appelons ça réels, latex, vieillissent mieux que les mauvais effets spéciaux par ordinateur. Absolument. On pense à... Moi, mon classique là-dessus, c'est Alien 1, là. Tu le réécoutes aujourd'hui, puis tu as l'impression que tout passe encore très bien parce que c'est très, très réaliste. Moi, je préfère beaucoup ça aux effets parce que les effets, les premières générations ou deuxième génération d'effets par ordinateur, je vais dire de même, c'est pas écoutable. Là.
Même encore aujourd'hui, on le voit. Est-ce qu'on le voit tout de suite? On dirait que ça l'enlève de la crédibilité ou de dire hey, oh, ça pourrait m'arriver. Ah non, c'est vrai. Prenons The Thing. Encore une fois, The Thing est encore très, très solide. Puis les effets spéciaux, on est pur latex. Puis il y a des films d'aujourd'hui que, encore une fois, il y a quelque chose qu'on y croit moins. Ouais. Hey, merci beaucoup, Jimmy, pour cette incursion dans le merveilleux monde de Tom Savini. Merci à vous d'avoir été là et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéoterreur. Bonne semaine! Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là a poussé dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.